Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de webinars Un métier d'exception. Alors, je vous rappelle, My Job Glasses, c'est le réseau facile pour tous les étudiants et on est très content de pouvoir vous aider à trouver votre voie en allant échanger avec notre réseau de 48 000 professionnels qui sont présents sur la plateforme et qui vous permettent de vous projeter un petit peu dans leur métier en vous expliquant leur quotidien pour que vous ayez vraiment une vision concrète de la réalité des métiers et que vous ne restiez pas sur des idées ou sur des préjugés. En cette nouvelle période de confinement, votre activité est extrêmement forte sur le site. Nos professionnels se sont rendus extrêmement disponibles aussi, certains ayant été jusqu'à faire 23 rendez-vous au mois de novembre. Et donc, du coup, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle session. On va vous faire découvrir, encore une fois, un nouveau métier d'exception. Merci pour votre temps. Merci de venir partager votre parcours exceptionnel avec nos étudiants. Ma première question pour vous sera justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous réexpliquer votre parcours, peut-être vos études? Est-ce que préfet, c'était le métier que vous aviez imaginé depuis tout petit et quel a été votre cheminement pour en arriver jusque-là? Ça fait plusieurs questions, je vous l'accorde, mais je vous laisse la parole. Alors, je vous précise tout de suite que j'ai eu un cheminement non pas tortueux, mais pas tout à fait direct et régulier. Je dirais le cheminement direct avant d'aborder le mien, ce serait plutôt un étudiant de lycée qui va ensuite faire Sciences Po ou une fac de droit. Et puis va attaquer directement les concours administratifs. Moi, en fait, j'étais étudiant au lycée passionné par l'espagnol, une langue que m'avaient enseigné des femmes de ménage de l'école où j'étais. Et si je raconte ça, c'est bien pour montrer que, en fait, il n'y a pas de parcours linéaire. Tout à fait. On peut arriver éventuellement à l'objectif qu'on s'est fixé. Et moi, je n'avais pas l'objectif d'ailleurs de préfet au départ, mais l'objectif ou le stade où on va arriver ne se fait pas forcément par un chemin linéaire. Il y a mille et une façons d'arriver, il y a mille et une façons de rebondir du moment que soit on sait ce qu'on veut, soit même si on ne sait pas ce qu'on veut, et moi je ne savais pas forcément au début, du moment qu'on veut avancer et qu'on cherche des solutions, qu'on cherche à ouvrir des portes. Et vous allez le voir par mon exemple, et qui est un exemple comme un autre. Donc j'étais passionné d'espagnol, ce qui fait que je ne faisais que ça au lycée. D'accord. J'étais en section scientifique, j'ai redoublé ma première scientifique. Je suis entré en terminale scientifique, j'avais de mauvaises notes en maths, c'était difficile encore. Là, les profs me disent, vraiment, pour être prof d'espagnol, parce que c'était mon objectif d'être prof d'espagnol, c'est peut-être pas la peine de rester en terminale scientifique. Du coup, je fais mes petits calculs, je me dis, oui, c'est vrai, dans un cas, je suis sûr d'avoir le bac en littéraire, et puis scientifique, je suis pas sûr de l'avoir. Bon. Alors, paf, je bascule en bac littéraire, j'ai mon bac, et j'entre en fac d'espagnol. Bon, en plus, j'avais un niveau relativement moyen au lycée. En revanche, j'étais un crack en espagnol. J'étais troisième au concours général, etc. Donc, j'entre en première année de fac et je déroule. À l'époque, ça s'appelait DUG, licence, maîtrise. Et au bout d'une année d'espagnol, autre un peu déconvenu, au bout d'une année d'espagnol, je me dis, parce que j'étais intéressé par la politique. En fait, je faisais beaucoup de politique. Et puis, il faut avouer que j'ai aussi un arrière-grand-père qui s'appelle Albert Lebrun, qui a été le dernier président de la Troisième République. Et donc, à l'école, on m'appelait toujours Monsieur le Président. Donc, ça m'a sans doute un peu traumatisé. Ça m'a marqué. Et je me suis dit, et puis en plus, il y avait la campagne de Giscard, j'ai fait la campagne de Giscard, etc. Enfin, en petite main, en couleur d'affiche, etc. Je me dis, je vais faire Sciences Po. Donc, j'ai travaillé tout l'été pour passer l'examen d'entrée en première année à Sciences Po. Ça s'appelait l'année préparatoire à l'époque. C'était une année qui ne se redoublait pas et qui était assez sélective. Donc, je réussis, alors, incroyable, à l'examen d'entrée, alors que je n'étais pas spécialement dans les autres matières que l'espagnol. Et au bout d'une année, comme en même temps, j'ai continué la politique, à faire 3000 choses à côté, etc., il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai raté l'entrée en deuxième année et à l'époque, ça ne se redoublait pas. D'accord. Donc, exit Sciences Po.
Et puis, j'avais ma deuxième année d'espagnol, j'ai continué, j'ai fait mon service militaire, j'ai passé une première fois l'agrégation d'espagnol que j'ai pas eu. J'ai demandé à être auditeur libre à Normal Sup, ce qui m'a été accordé, c'était sur le dossier. J'ai repassé l'agrégation et là, j'ai eu, bon, un peu de justesse d'ailleurs au niveau de l'admissibilité, mais ensuite, je me suis bien rattrapé aux euros. J'étais notamment très bon en langue. J'étais premier en France au thème, et puis en revanche, en dissertation, j'avais des notes catastrophiques, et j'avais des 2 sur 20 en dissertation. Enfin, malgré tout, c'est passé. Muni de l'agrégation d'espagnol, je me dis, je vais être prof de fac, je commence à écrire un bouquin, je commence à avoir des idées de thèse, etc. Et puis, au bout d'un moment, à l'époque, il y avait très peu de postes en fac d'espagnol. C'est pas comme aujourd'hui. L'espagnol n'était pas très développé. Et je voyais les profs qui galéraient. Et je me suis dit, non, mais jamais je deviendrai prof de fac, oublie. Et je me suis dit, tiens, je vais recommencer Sciences Po. J'ai repassé l'examen d'entrée en deuxième année. Quelle résilience. Et là, j'étais un peu étonné, agrégé espagnol, etc. Et ils m'ont pris. Donc là, j'ai fait Sciences Po et je me suis dit, tiens, je vais passer le concours interne de l'ENA. C'est le concours externe. Voilà, bon, pas évident. Le concours interne est difficile, mais à mon avis, un peu plus facile. Enfin, bref, en tout cas différent. Je me suis dit, tiens, je vais avoir mes années, il fallait 5 ans, il fallait être prof 5 ans. Donc j'ai calculé, j'étais prof en même temps que Sciences Po. En fait, voilà, j'ai fait les deux en même temps et du coup, j'ai passé l'ENA. J'ai passé aussi l'ENA, qui était un concours pour avoir une année payée pour préparer l'ENA, mais enfin, j'ai eu les deux. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme métier à la sortie? Et je me suis un peu renseigné, un peu comme vous. Et puis, j'ai vu sous-préfet, préfet, ça avait l'air intéressant. J'ai lu des bureaux de préfets, j'ai un doctorat sur les préfets, etc. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais dire ça. Et puis, je n'ai pas changé d'idée pendant ma scolarité. Et à la sortie, j'ai choisi le corps préfectoral et a commencé pour moi donc une nouvelle vie. Donc tout ça pour vous dire que au départ, je ne savais pas que je deviendrais préfet. Deux, j'ai connu des échecs, mais malgré ça, comme j'ai cherché à avancer, même par des voies de traverse, je suis quand même arrivé à un résultat que j'estime aujourd'hui satisfaisant, en tout cas qui me plaît. Voilà, c'est essentiel. C'est un super parcours que vous nous avez donné là et beaucoup d'espoir aussi pour les jeunes. Ce qu'on retient, c'est que vous n'avez jamais lâché et que vous avez finalement réussi à arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser là maintenant, si on avance un peu, c'est vos premiers postes justement en sous-préfecture, en préfecture. Peut-être pour expliquer aux jeunes les missions du préfet, qui sont très, très vastes. Et peut-être aussi, après, une fois on sera entré dans l'émission, comprendre un petit peu au quotidien comment on vit quand on est préfet, qu'est-ce qu'on fait, comment se passe une journée. D'abord, ce qu'il faut savoir dans l'administration, on fait plein de choses différentes et tout au long de la carrière, moi, j'ai toujours eu l'impression de faire un nouveau métier. Parce que quand vous êtes directeur de cabinet d'un préfet, ce qui est souvent un premier poste, vous vous occupez surtout des questions de police. Police, gendarmerie, sécurité civile, les pompiers, la crise, les manifestations, l'ordre public, le Covid, voilà. Quand vous êtes secrétaire général de préfecture, vous êtes surtout à présider de très nombreuses réunions, à suivre les dossiers économiques, les dossiers d'environnement, les dossiers d'urbanisme, vous faites des ressources humaines, vous suivez les questions budgétaires, c'est un métier très différent. Ensuite, il y a des postes de secrétaire général adjoint ou sous-préfet chargé de mission, ça peut être préfet délégué, moi je l'ai été, ça peut être sur la politique de la ville. Ça peut être dans les quartiers. Moi, j'étais préfet délégué dans l'Essonne. Je me suis beaucoup occupé de Corbeil-Essonne, Évry, Grigny, des villes comme ça. Vous pouvez être plutôt chargé de la sécurité dans les grandes villes, préfet délégué. Vous pouvez être sous-préfet chargé de mission sur, par exemple, à la relance en ce moment, relance économique. Il y a des sous-préfets chargés de la relance. Et souvent, vous faites des allers-retours avec d'autres missions. Donc, moi, je suis passé en administration centrale. J'étais chef de bureau à la direction générale des collectivités locales. C'était un bureau très juridique. On faisait beaucoup de droits communautaires. On rédigeait les décrets, on rédigeait des lois.
J'ai fait aussi du cabinet ministériel, donc sur la décentralisation, mais aussi j'ai fait du cabinet au ministère des Relations avec le Parlement, où on était chargé de la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, de suivre les textes, de suivre les questions d'actualité que posent les parlementaires aux ministres. Et puis préfet, je l'ai été dans plusieurs départements, des départements très ruraux, d'autres plus urbains. Et là, pour le coup, vous allez me dire, ben, préfet, voilà, là, c'est toujours le même métier. Mais en fait, préfet en Haute-Saône, ce qui a été mon cas, préfet de l'Aude, Carcassonne, ou préfet de Meurthe-et-Moselle à Nancy, Pas la même chose. ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, vous avez le contexte géographique qui change, les élus et les acteurs qui changent, mais aussi la politique gouvernementale n'est pas forcément la même. C'est pas forcément le premier gouvernement. J'ai eu des gouvernements de gauche, de droite, et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron en marche, et les politiques sont différentes. Par exemple, moi je me souviens à une époque, on préparait l'arrivée de l'euro, le bug de l'an 2000, là on a eu les gilets jaunes puis le Covid. Donc on est en permanente remise en cause de soi-même. Et au ministère de l'Intérieur, comme dans l'ensemble des autres ministères, il y a un très grand nombre de bureaux, de sous-directions. Vous pouvez vous occuper de cartes grises, de cartes d'identité sécurisées. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a la Direction générale de l'alimentation, vous avez la Direction générale de la cohésion sociale, vous avez des politiques familiales. À Bercy, vous avez le Trésor, l'industrie. C'est très varié. Alors, vous avez des fonctionnaires qui restent un peu toujours dans le même secteur, d'autres qui passent d'un secteur à l'autre, d'un ministère à l'autre. Et puis même quand on reste au sein d'un ministère, ben, on s'aperçoit qu'il y a un très grand nombre de missions différentes et qu'à chaque fois, il faut se remettre en cause. Et donc, du coup, si on prend par exemple, vous avez parlé tout à l'heure dans toutes les missions et tous les sujets dont un privé peut s'occuper, peut-être quelque chose qui va parler, puisque c'est un peu la situation actuelle. Vous avez mentionné notamment le Covid et donc, du coup, la gestion de la crise. Si on prend votre dernier poste, et donc, du coup, sur peut-être le premier confinement, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce que vous avez géré en lien avec le Covid? Qu'est-ce qui dépend directement du préfet, différentes réunions auxquelles vous avez pu participer? Enfin, nous donner un petit peu de contexte pour qu'on puisse imaginer réellement les éléments que vous avez dû gérer dans ce cadre-là. Ben d'abord, dès le début de la crise, moi, j'ai réuni l'ensemble des acteurs parce qu'un préfet, c'est quelqu'un qui est armé pour la crise et qui doit surtout faire travailler le collectif. Donc, on a eu un certain nombre de réunions avec l'Agence régionale de santé, avec l'hôpital, avec le SAMU, avec les pompiers, les militaires au cas où, hein, on anticipe toujours, la police, la gendarmerie, les principales collectivités, l'association des maires, le conseil départemental, la ville chef-lieu, les représentants du conseil régional pour déjà anticiper et réfléchir à ce qui allait se produire. Bon, ensuite, très très vite, on a eu des décisions, des organisations à prendre. Par exemple, à un moment donné, on nous a dit qui pourrait accueillir des ressortissants rentrant de Chine. Mm-hmm. Voilà, donc tout de suite, on s'est mis en ordre de bataille pour chercher des lieux, des centres pouvant éventuellement recevoir des ressortissants. Bon, on n'en a pas eu, mais enfin, on nous demandait quand même de nous mettre en configuration pour en recevoir. Ensuite, quand il y a eu, sur les EHPAD, par exemple, on a eu à un moment donné des inquiétudes sur les contaminations, on a eu des décès, et on n'était pas bien sûr de la façon dont ça se passait. J'ai fait une réunion avec les principaux acteurs concernés et puis j'ai proposé qu'on envoie une équipe de pompiers formée au préalable par les équipes du CHU, de l'hôpital, dans les différents EHPAD pour vérifier le protocole sanitaire et voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette. Ce qui a permis de stabiliser la situation à un moment donné. Par exemple, on a manqué de masques, tout le monde le sait bien. Eh bien, moi, je suis allé avec mes équipes chercher les masques partout où ils étaient, parce que vous aviez des stocks de centaines de milliers de masques qui pouvaient être dans de grandes entreprises ou de grands services de l'État, pour les prendre et les donner en soignants en urgence. Ensuite, dans une autre phase, avec la préfète de région qui nous réunissait tous les soirs à les préfets de département, on a pris la décision
d'acheter des masques, 70 millions de masques qu'on a distribués à tous les établissements de santé. Ensuite, il a fallu avoir le lien avec les établissements médico-sociaux, les médecins libéraux, les pharmacies. Enfin, voilà, il y a un très grand nombre d'acteurs, les grossistes répartiteurs, les EHPAD, les maisons de retraite sous différents statuts, les soignants. On a même eu une entreprise du groupe Schweitzer qui a fabriqué des blouses pour les hôpitaux à partir de sacs plastiques. C'est pour ça que certains ont dit qu'il y avait des sacs plastiques dans les hôpitaux, mais en fait, c'est parce que c'est les lignes de production de l'entreprise qui ont été modifiées à cette fin. Voilà, on a essayé d'une part de faire preuve d'innovation et d'inventivité territoriale. Par exemple, quand il y a eu le déconfinement, moi j'ai recommandé aux grandes surfaces d'imposer le masque. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez imposer juridiquement, mais j'ai recommandé le port du masque. Et puis en même temps, évidemment, de relais de toutes les décisions nationales sur le confinement. Bah, évidemment, s'assurer que le confinement est bien respecté, s'assurer que demander aux policiers de passer dans les restaurants ou les établissements quand ils pouvaient ouvrir, de vérifier que les conditions sanitaires étaient requises. Voilà, c'est un gros travail. Par exemple, le train sanitaire, on a eu les trains sanitaires, on nous a demandé comme ça, de la veille au lendemain, d'accueillir toute une équipe de soignants des différents SAMU de Bordeaux et de Paris qui venaient à Nancy, de les loger, de les nourrir, d'organiser le transport des malades avec les pompiers en sécurisant le site. Donc voilà, c'est une vie en temps ordinaire, déjà, c'est une vie de rebondissement, mais en période de crise, c'est un rebondissement permanent et toujours, à la fois, on applique les politiques nationales et en même temps, on voit sur le terrain ce qui éventuellement peut être décidé localement, d'autant que dans pas mal de dispositifs, on nous laissait la main. Par exemple, on nous disait fermez les marchés, mais vous pouvez accorder des dérogations. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut se retourner vers la profession et vers les élus pour voir quels marchés vont fermer, quels marchés peuvent ouvrir. Mmh. Et nous, c'est une question qu'on conseille aux jeunes de poser quand ils font leur démarche d'aller rencontrer des professionnels pour un petit peu comprendre les métiers et pouvoir se projeter. Elle est double. C'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Et c'est quoi le point numéro 1 qui fait que tous les matins, quand vous faites ce métier, vous êtes extrêmement heureux? Et c'est quoi qui est plus difficile dans votre métier aussi? Parce que on pense souvent, généralement, quand on présente un métier, on a toujours tendance à donner uniquement le côté positif. Oui. C'est important quand on se projette d'avoir un... Ce qui me plaît le plus dans ce métier, et c'est pas très original, on est beaucoup de collègues à penser ça, c'est de pouvoir rendre service. Voilà. Quand sur certains dossiers, j'ai pu, soit moi-même, parce que j'ai eu l'idée, soit simplement parce que j'ai relayé les idées de mes collaborateurs ou de mes équipes, mais quand sur un certain dossier, j'ai pu apporter une solution. Sur les EHPAD, j'ai vu que la situation s'est améliorée. Sur les Blues, j'ai vu que j'ai trouvé une solution. Voilà, quand je peux apporter un service à la population, être utile à mon département, ça c'est une très grande satisfaction, c'est ce que j'aime le plus. Et ce que je dis souvent, moi, c'est que j'adore les problèmes. C'est-à-dire que quand on est préfet, on anime des politiques publiques, on anime des réunions, il y a des grands messes, ça peut être un peu ennuyeux parfois, vous voyez. Mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire les problèmes. Ce que n'arrivent pas à régler les services, ça vous remonte. Et là, face à la difficulté, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va chercher à résoudre la difficulté en écoutant les uns et les autres et en cherchant les solutions. Donc ça, c'est très satisfaisant. Ce que j'aime le moins dans ce métier, c'est la critique. Bon, parfois, les politiques publiques sont difficiles à mettre en œuvre, sont complexes, on ne peut pas toujours tout dire, tout expliquer, même si on essaie d'être beaucoup transparent. Et parfois, on a l'impression qu'on n'est pas compris, voilà, simplement, ou qu'on est critiqué pour de mauvaises raisons. On nous dit qu'on a pris telle décision pour telle raison, alors qu'évidemment, c'est complètement faux. Et on ne peut pas le dire parce qu'on ne va pas entrer dans une polémique permanente. Voilà, donc ça, c'est peut-être le côté le plus désagréable. Enfin bon, c'est normal, ça va avec la fonction. Parce que pour le reste, tout ce qui relève, ce qui pourrait paraître plus spontanément difficile, comme la décision, c'est quelque chose qui fait
éminemment partie du métier et c'est ça qui est passionnant. Moi, quand j'étais directeur de cabinet dans mes tout jeunes temps en Maine-et-Loire, on avait des inondations, on avait évacué un petit village et il y en avait un autre beaucoup plus grand de 1000 habitants. Et on s'est demandé s'il fallait l'évacuer. Si on voulait l'évacuer, ça aurait été très difficile parce que même le petit village, une vingtaine d'habitants, il y a des gens qui n'ont pas voulu partir et il a fallu au dernier moment les chercher en hélicoptère parce qu'ils étaient réfugiés sur le toit. Là, on avait 1000 habitants. Donc, si j'évacuais, je savais que j'allais au-devant de terribles problèmes. En même temps, si j'évacuais pas et que les eaux montaient, là, la polémique, elle est très difficile. Donc, il a fallu, avec les gens de Météo France, essayer d'évaluer la situation. Et en fait, avec pas mal d'intuition, j'ai considéré que l'inondation allait se stabiliser. C'était un pari, évidemment, qui reposait sur quelques données scientifiques, mais il y avait quand même une part d'intuition de pari. Et ça a été le cas. Mais sinon, vous voyez, ça aurait été très difficile. Mais inversement, si j'avais évacué le village et que l'eau baissait, là, la polémique aurait été immédiate. Par exemple, à Nancy, on a eu une très grosse manifestation d'antinucléaires venant de toute l'Europe. Nous, on avait des indications nous disant qu'ils allaient tout casser à Nancy. Donc, j'ai demandé des forces mobiles très importantes. J'ai eu 5 forces mobiles et un hélicoptère qui a surveillé en permanence la manifestation et qui projetait les images de la manifestation en centre de crise. Finalement, il y a juste eu une vitrine cassée et une deuxième qui a failli être cassée. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais on n'avait jamais eu autant de gendarmes et policiers à Nancy. Eh bien, j'ai été critiqué parce qu'on m'a dit que les moyens étaient surdimensionnés par rapport à la manifestation. Mais peut-être aussi que s'il n'y a pas eu de débordement, c'est précisément parce qu'il y avait un surdimensionnement des moyens. Et ça, c'est difficile de le savoir après coup. Parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui venaient pour casser. Et voilà, d'une façon générale, comment dire, l'opinion publique, enfin, c'est un scoop de personne, n'est pas véritablement charitable et compréhensive. Et enfin, les réflexions, il y a beaucoup de gens qui savent faire la part des choses, évidemment. Voilà, et c'est ça qui peut être un peu plus difficile, mais voilà, il faut, pour prendre une décision, il faut beaucoup s'informer, beaucoup réfléchir dans le domaine de l'environnement également, de la chasse, on est très critiqué toujours, alors qu'on essaie de prendre des positions équilibrées et justes, enfin, en tout cas, on essaye. Et s'il y avait une action, un moment, un souvenir que vous retiendrez pour l'instant, il y a encore plein de choses qui vont être que vous allez être amenés à faire, mais quelque chose que vous avez réalisé avec vos équipes et qui sort un petit peu du lot, enfin qui reste le moment ou l'action qui vous a le plus marqué à aujourd'hui, ce serait quoi? Oh bah, je pourrais citer plein de choses, mais il y a quelque chose. Enfin, j'ai connu une crise complètement folle et incroyable dont on n'en parle plus tellement maintenant. C'est ce qu'on appelait la fin du monde. C'était le 21 décembre 2012. Il y avait des rigolos qui avaient annoncé que c'était la fin du monde, sauf dans un petit village de l'Aude qui s'appelait Bugarache. Voilà. Et alors qu'on a eu assez peu d'excités, il faut dire qu'on avait interdit l'accès au village, on avait prévu tout un système de badges pour les habitants et pour leurs parents. Et pour le reste, on avait bloqué toutes les routes, on a surveillé pendant des mois, à partir des ambassades dans le monde entier, les mouvements de gens qui pourraient venir en avion vers le site. Et on a mobilisé des forces assez importantes pour contrer d'éventuels excités ou des sectes qui pouvaient, des sectes extrémistes. Et le dernier jour, j'ai dû faire une conférence de presse devant 300 journalistes venant de 21 pays différents dans le monde. Incroyable. Ça, c'était Jean-Jacques Bourdin m'a interviewé aussi le matin, etc. Enfin en téléphone, quoi. C'était un moment assez fort. Alors, je dirais pas que j'en ai été spécialement fier, mais enfin, ça a été quelque chose de plutôt amusant après coup et qui a laissé de bons souvenirs à tout le monde. Et deux, comme ça s'est bien passé, qu'on n'a pas eu de drame, d'accident, voilà, ça n'a laissé que des souvenirs heureux. Mais ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Avant de prendre les questions des jeunes qui sont nombreuses, et d'ailleurs, je vous invite à aller voter sur les questions pour qu'on puisse prendre les questions les plus votées en premier. C'est une question qu'on aime bien poser à nos invités en ce moment. Vous savez que la situation pour les jeunes n'est pas la plus rose en ce moment, qu'il y a moins de postes puisqu'on est dans une situation de crise, qu'il y a beaucoup de stages d'alternance qui ont été annulés. Ce serait quoi, vous, votre petit conseil aux jeunes pour garder le moral en cette période et puis continuer à être positif?
Oh, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais après la pluie, il y a le beau temps. Et la fin du tunnel, on la voit. Alors évidemment, tant qu'on est dans le tunnel, c'est très difficile. Mais là, on a plusieurs vaccins qui vont arriver. Et l'économie, elle va forcément reprendre. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui auront laissé des plumes. Mais forcément, après une crise, après une guerre, après des moments terribles, il y a toujours un sursaut économique et un regain d'optimisme. Donc je pense qu'il faut se préparer à ce regain, être patient et surtout ne pas désespérer parce que le bout du tunnel, il est là. Et moi, je sais mes enfants quand ils cherchent du travail, bon là c'était avant le Covid, mais vraiment ils cherchent, ils postulent un entretien, et puis ils sont pas pris, ils sont pas pris, ils sont pas pris, voilà. Mais un jour ils sont pris, quoi, voilà. Et quand on est pris, tout va bien. Quand on n'est pas pris, on se dit je suis nul. Enfin, on se dit pas. On peut se dire je suis nul, c'est affreux, catastrophique. Sauf que le jour viendra où on sera pris. C'est pareil, le service de l'État. Moi, je me souviens d'un directeur, il m'expliquait, je crois que ça faisait 2 ans qu'il cherchait, 30 fois, on avait refusé sa mutation. Il postulait, parce qu'il faut postuler, il postulait, et à chaque fois, c'était non. Et bien, un jour, ça a été oui, il a eu un très beau poste. Voilà, donc c'est pas parce qu'on vous a dit 10 fois non que les prochaines fois, ce sera toujours non. Il y a un jour, ce sera oui. Voilà, c'est ça que je voudrais dire aux jeunes qui nous regardent. Eh ben, merci, monsieur le préfet, pour ce message d'espoir qui, on le voit sur le côté, redonne le moral à certains jeunes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre les questions des jeunes. On va les classer en 4 catégories. Dans un premier temps, votre parcours et notamment vos études, puis ensuite votre métier, et puis quelques questions autour de l'univers de la fonction publique et puis du recrutement pour devenir préfet et pour entrer dans le corps préfectoral. Donc, si on commence par le premier thème qui est votre parcours, on avait une question de Théo qui a 24 ans et qui est étudiant en M1 sciences politiques à l'UVSQ, qui demande est-ce que vous avez été engagé dans une organisation quand vous étiez étudiant? Ça peut être une organisation de jeunes scouts, de Guides de France, l'UNEF, la FAGE ou autre. Oui. Et si tel était le cas, en quoi ça vous a été utile? Qu'est-ce que ça vous a appris? Comment ça a pu peut-être vous aider pour la suite? Moi, j'étais engagé dans un mouvement qui s'appelait le Collectif des étudiants libéraux de France, le CELF. C'était un syndicat giscardien, en fait. Hein, c'était à l'époque des jeunes giscardiens. Ça m'a desservi parce que, à cause de ça, j'ai raté mon année à Sciences Po, mais comme je me suis rétabli ensuite, ça m'a peut-être pas desservi autant que ça. Voilà. Mais ça m'a apporté évidemment parce que je prenais la parole en public, j'organisais des événements, je rédigeais des tracts, j'allais voir le président de l'université, j'ai été élu dans les instances dirigeantes de l'université. Voilà, donc ça m'a très certainement, très jeune, donné des clés ou des expériences qui m'ont servi pour la suite. Donc, voilà, je dirais c'est très bien d'être engagé. Voilà, faut peut-être juste le faire avec modération. Moi, j'avais peut-être été un peu excessif. On a un autre. Alors, je pose une autre question qui a plus de voix d'abord. Paul, qui a 20 ans et qui est en LEA à Nantes, et qui demande, en tant qu'agrégé d'espagnol, est-ce qu'une carrière dans la diplomatie a été envisagée dans votre parcours à un moment donné ou pas forcément? Non, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, il y avait une raison très simple, c'est qu'à l'époque, je détestais l'anglais, je ne parlais pas 3 mots d'anglais. Bon, depuis, je me suis bien rattrapé et puis voilà, maintenant je parle anglais, je lis couramment, etc. Mais donc j'avais ce blocage et il fallait une note minimale en anglais, donc déjà ça me bloquait. Et d'autre part, je me disais que quand on est à l'étranger, j'avais une vision peut-être un peu simpliste. Je me disais, ben, on ne peut pas tellement agir sur le quotidien, puisqu'on n'est pas chez nous. On agit sur le bilatéral, on aide les entreprises à s'installer, on aide nos concitoyens, on organise des événements. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Les ambassades travaillent beaucoup. Moi, je l'ai vu quand j'étais en post-avénage, j'ai fait la tournée des ambassades. Mais à l'époque, je me disais, on agit moins sur le terrain, quoi. Alors que quand on est dans l'administration française, on peut faire des choses. Par exemple, à Nancy, avec le maire de Nancy, il y avait la préoccupation de certains SDF.
Et on a travaillé pour trouver un autre lieu d'accueil pour les SDF qui répondent mieux à leurs besoins. On a essayé de chercher des pensions de famille pour ceux qui veulent être hébergés plus longuement. Enfin, on peut faire des choses qu'à l'étranger, on peut moins faire, mais on fait autre chose. Voilà. Donc, mais j'avais une autre camarade de promotion. On était deux agrégés linguistes, hein, seulement, et l'autre, ma collègue, était agrégée d'allemand. Et maintenant, elle est ambassadrice de France en Allemagne. Voilà. Donc, c'est une possibilité aussi. On a une question de Théo, donc un autre Théo, cette fois-ci, il a 18 ans, il est en première année du management du sport à Angers, et il vous demande, monsieur le préfet, peut-on faire de la politique en ne passant pas par des études politiques? Oui, alors bien sûr. En fait, l'ENA, moi, j'avais fait l'ENA pour faire de la politique. Et quand je suis arrivé à l'ENA, dans la préparation, j'ai compris que ce n'était pas une école de politique, c'était une école de fonctionnaires. Il y a moins de 1%, il y a de 1 à 3% des anciens élèves de l'ENA qui font de la politique. C'est une minorité. Alors, il y a eu la promotion Voltaire, notamment, on a beaucoup entendu parler d'elle, et puis maintenant, c'est la promotion de notre actuel président de la République, évidemment. Mais, par exemple, dans ma promotion, il y a juste un de nos camarades qui a fait de la politique. L'ENA, comme les autres écoles d'administration, parce qu'il y en a beaucoup, il y a l'INET, l'Institut national d'études territoriales, un de mes enfants qui a fait ça. Il y a les écoles pour être conseiller de tribunal, enfin, il y a des concours pour être conseiller de tribunal administratif, conseiller de chambre régionale des comptes, il y a les IRA, les instituts régionaux d'administration, il y a beaucoup de concours. Et puis il y a des concours aussi plus spécialisés. C'est pas pour faire de la politique, c'est pour faire de l'administration. Mais il y a des métiers dans l'administration, comme le métier de sous-préfet ou de préfet, qui sont des métiers un peu politiques, dans la mesure où on représente le gouvernement, donc on est sur porte-voix. Alors, on fait de la politique sans pourtant être partisan ni militant, a fortiori quand on a des gouvernements qui changent d'orientation politique et que nous, on reste en place. Mais en même temps, dans le travail, le fait les discours d'inauguration, les discours où on va présenter des politiques, les actions qu'on va conduire, finalement, c'est pas tellement différent de celles que va conduire les hommes politiques. Donc, on est des politiques non partisans, en quelque sorte. C'est un peu une originalité. Et donc, moi, j'ai toujours dit que, au départ, je voulais faire de la politique. Ensuite, j'ai arrêté d'en faire, mais que finalement, dans mon métier, exercer mon métier, c'est un petit peu comme si j'exerçais un métier politique. En effet. Après, j'ai des questions qui sont plus liées à votre métier. Et justement, on va revenir un petit peu sur ce que vous disiez à l'instant. Arnaud, qui est en deuxième année à Sciences Po Grenoble, qui demande quelle est la marge de manœuvre d'un préfet par rapport à la ligne politique de l'exécutif en tant qu'incarnation de l'État dans les départements et les régions. La marge de manœuvre, oui, je comprends la question, c'est pas facile d'y répondre. Nous, on doit mettre en œuvre les politiques du gouvernement. Voilà. Donc, il n'y a pas véritablement de marge de manœuvre à avoir. Simplement, comment dire, on cherche à mettre en œuvre les politiques du gouvernement et on cherche à être le plus efficace possible. Alors, c'est vrai que peut-être si on croit un peu plus à une politique, on va être un peu plus efficace. Mais moi, je sais que j'ai toujours réussi, même dans mes discours, même ça m'est arrivé parfois d'avoir un désaccord ou pas forcément être d'accord, mais je m'arrangeais toujours dans une politique nationale, même si spontanément, ce n'était pas ce en quoi je croyais, par lui trouver des vertus. Parce qu'il n'y a pas de politique sans vertu. Vous pouvez souligner tel ou tel avantage de la politique en question. Et ce qui me permettait de régler mes problèmes de conscience, parce que finalement, je faisais quand même la promotion de la politique en question en montrant qu'elle était intelligente, vous voyez, à mes yeux. C'est une façon de tourner la difficulté. Mais bon, il ne faut pas exagérer ça parce que les gouvernements, ils ont une impression, enfin, au niveau national, dans les médias, on trouve que tout c'est très politique, très partisan. Sur le terrain, nous, s'il s'agit de développer les énergies renouvelables, des économies d'énergie, d'aider les entreprises en difficulté ou les entreprises de façon générale à se développer, ou d'aider la promotion culturelle, le rayonnement culturel d'un territoire. Il y a beaucoup de choses. C'est pas vraiment de la politique. Par exemple, le gouvernement qui veut renforcer la présence des services publics au milieu rural, installer des maisons France Service, c'est pas de la politique. Vous voyez, c'est en général l'action gouvernementale
répond aux besoins de la population. On a une question, alors je m'excuse si j'écorche ton nom, de Céfé, qui a 22 ans et qui est en gestion de finance à l'IPAC, et qui dit « À quelle fréquence échangez-vous avec le président ou le gouvernement ?» Alors en fait, on n'échange pas tellement avec le président et le gouvernement parce qu'on est dans une logique institutionnelle et administrative. On échange avec les directeurs d'administration centrale, avec les directeurs de cabinet des ministres, mais assez peu avec les ministres. Moi, je me souviens une fois seulement, je crois que j'étais dans l'Aude, où j'ai géré la crise de Spanghero, l'énorme scandale de la viande de cheval. Là, je me souviens, j'ai eu le ministre de la Consommation au téléphone, mais c'est pas si fréquent que ça. Ensuite, alors vous allez me dire que je me contredis, mais non, parce que c'est un exercice différent. Ensuite, quand un ministre ou le Premier ministre ou le président de la République vient dans un territoire, on met notre uniforme et c'est nous qui l'accueillons. Et là, on peut discuter avec lui. Donc moi, j'ai accueilli le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, et puis une bonne vingtaine de ministres à Nancy. Et j'en ai accueilli d'autres dans mes autres postes. Et là, on a une discussion libre avec eux, on répond à leurs questions, on leur parle du territoire, des élus, des dossiers. Mais ensuite, dans la pratique même de l'action administrative, si on a un sujet important, parce qu'on n'est pas tout le temps en contact avec Paris, hein, ce qu'on nous demande d'ailleurs, c'est de pas trop aller chercher les renseignements, parce qu'on nous demande de faire le travail. C'est à nous de savoir, en fonction du contexte local, ce qu'on doit faire, et pas tout le temps lever la main pour demander ce qu'on doit faire. Mais si on a un dossier particulièrement sensible qui intéresse Paris, ou on pense que ça intéresse Paris, c'est plus avec le cabinet du ministre qu'on est en relation qu'avec le ministre lui-même. Voilà. Très clair. On a des questions sur l'univers de la fonction publique et notamment sur Sciences Po. C'est Noé qui a 20 ans, qui est en 3e année de LEA à La Rochelle, qui demande si, selon vous, le cursus Sciences Po est à la hauteur de sa réputation et si vous avez surtout des conseils pour y accéder. Est-ce que Sciences Po reste une voie d'élite et est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes qui aimeraient également aller à Sciences Po? Sciences Po, moi je l'ai connu il y a longtemps, ça a sans doute évolué. Et puis il y a Sciences Po à Paris, il y a des Sciences Po en province, et puis au sein même de Sciences Po Paris, il y a différents campus, il y a ensuite différents masters. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'époque que j'ai connue, beaucoup plus enrichi dans les formules, mais ça reste une école très utile pour les concours administratifs, oui, parce que c'est une école, en général, les instituts d'études politiques sont des écoles, malgré leur appellation, les instituts d'études politiques sont assez pluridisciplinaires. On y fait du droit, de l'économie, des relations internationales, on travaille sur les questions sociales, voilà, tout sujet que vous trouvez ensuite dans les concours. Donc, c'est très utile. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui réussissent les concours, qui n'ont pas fait forcément Sciences Po, mais c'est vrai que si vous n'avez fait que du droit, forcément pour les concours administratifs, même si on fait de l'économie quand même dans un cursus de droit, mais il va peut-être vous manquer des choses. Voilà, donc à ce moment-là, il faudra compléter, soit par une préparation intensive au concours, soit en faisant un double cursus. Mais si on peut faire Sciences Po, je pense que c'est pas mal. Alors ensuite, il y a soit on fait Sciences Po après le bac, soit on fait d'abord des études supérieures, on rejoint Sciences Po. Là, il y a différentes formules. Les concours, vaut mieux pas forcément les passer trop vite, trop jeunes. Alors, il y a des cracks qui réussissent les concours, etc. Mais il y a aussi des gens qui passent trop tôt les concours et qui donc échouent tout de suite et ça les casse un peu dans leur dynamique, alors que peut-être s'ils avaient pris plus de temps, ils auraient réussi. Bon, voilà. Et puis ensuite, il faut savoir si on s'obsède sur un concours en particulier ou si on en passe plusieurs. Mais si on en passe plusieurs, qu'on a réussi un autre, on va partir vers d'autres concours. Ou d'abord, on passe le plus difficile et puis on attend de voir. Et puis si ça ne marche pas, on essaie de passer d'autres concours. Et puis par rapport aux concours, il y a des gens qui les ratent et du coup, ils vont travailler dans le privé, dans une entreprise, un affaires juridiques, un avocat, etc. Il y en a d'autres qui retentent ou qui vont passer d'autres concours. Vous voyez, comme je vous dis, parce qu'on a toute une batterie de concours. Il y a pas mal de formules qui s'ouvrent aux jeunes. Super. J'arrive sur la dernière catégorie qui sont des questions en lien avec le recrutement.
On a Victor qui me pose une question et qui dit comment est-ce que ça se passe l'accès au corps préfectoral en sortie de l'ENA? Est-ce qu'il y a un nombre de postes limite? Est-ce que ça se fait en fonction d'un classement? Est-ce que vous avez pu être directement sous-préfet ou est-ce que vous avez d'abord été intégré dans un autre corps avant de pouvoir accéder à un poste en sous-préfecture? Comment À la ça fonctionne? À la sortie de l'ENA, il y a un classement. Et selon un classement, vous choisissez votre corps. Voilà. Alors, traditionnellement, les premiers vont au Conseil d'État, à l'inspection des finances, à la Cour des comptes. Voilà. Et puis ensuite, vous avez des ministères comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Finances qui offrent. Alors, sur les temps, ça a été un peu réduit ces dernières années, mais enfin, quand même, en général, une dizaine de postes. Et là, vous l'avez à différents niveaux du classement. Donc, il y a des promotions où on pouvait assez facilement prendre le corps préfectoral, d'autres où c'était plus difficile, où certains n'ont pas pu le prendre. C'est assez variable d'une promo à l'autre. J'ai connu des élèves de l'ENA qui n'avaient pas le corps préfectoral parce qu'ils n'avaient pas le rang suffisant, mais qui partaient dans un autre ministère et qui ensuite arrivaient à se faire détacher dans le corps préfectoral. Voilà, des gens qui tenaient énormément, donc c'est possible. Et ensuite, oui, alors quand on sort du corps préfet de l'ENA, donc corps préfectoral, on est directement sous-préfet, mais en fait, sous-préfet, c'est un grade. Donc, en général, on est d'abord sous-préfet, directeur de cabinet d'un préfet. Ce qui était votre cas? Voilà. Et après, on peut avoir des postes de sous-préfet d'arrondissement, de secrétaire général de préfecture, voilà. Et ensuite, il y a toute une panoplie de postes, on ne peut pas tous le faire d'ailleurs. Et sinon, il y a des gens qui peuvent passer les IRA. Et qui à ce moment-là vont travailler en préfecture comme attachés principaux, et qui à un moment donné vont passer le tour extérieur pour devenir sous-préfet. C'est une sélection sur dossier et sur entretien qui est aussi très très comment dire, restrictive, et qui à ce moment-là vont basculer dans le corps préfectoral. Et puis il y a aussi des gens qui font des écoles d'ingénieurs ou École des travaux publics de l'État, services vétérinaires, école du Trésor, qui vont travailler dans ces services déconcentrés de l'État auprès du préfet. Tout à l'heure, quand vous nous expliquiez votre parcours, vous avez mentionné qu'il y avait un concours qui était soit interne pour rentrer à l'ENA, soit un concours maintenant. Il y a 4 concours. Il y a un concours externe pour les étudiants. D'accord. Il y a un concours interne pour les fonctionnaires qui ont 4 ans d'exercice déjà. Il y a un concours, alors ensuite c'est beaucoup plus réduit en nombre de places et nombre de candidats aussi d'ailleurs, réservé à ceux qui ont un doctorat déjà. Alors ça évidemment, je pense que les jeunes qui nous écoutent sont nombreux dans ce cas. Et il y a un 4e concours pour les gens qui ont travaillé 8 ans dans le privé, qui ont une expérience de 8 ans dans le privé, dans une entreprise ou dans différents cadres et qui passent le concours. Et tous ces concours, à la fin, offrent les mêmes possibilités en sortie, ou il y a une voie royale et d'autres voies qui sont différentes? Non. Ensuite, tous les élèves sont réunis dans une promotion. Ils font 2 stages, un stage en ambassade, un stage en préfecture, et puis aussi un stage en entreprise, pardon. Ensuite, ils ont une année de scolarité et à la fin, on classe tout le monde. D'accord. Premier au dernier, indépendamment du concours d'entrée et des notes obtenues au concours d'entrée. Ok. On a une question de Victor qui a 20 ans et qui est étudiant en droit, économie, management à l'ENS, qui demande comment est-ce qu'on vit les différents changements de poste. Et est-ce que par exemple, il y a un dialogue avec, par exemple, le ministère de l'Intérieur pour faire des choix de carrière, ou est-ce que c'est l'exécutif qui choisit ce qui vous arrive? Comment ça se passe? Alors, c'est pour les postes de sous-préfet, il y a généralement un dialogue où on peut exprimer ses désirs. Par exemple, ça a été modifié justement ces derniers temps pour essayer de faire plusieurs postes dans la même région, où il faut pouvoir choisir. Soit on veut, par exemple, privilégier le fonctionnel en disant je veux être secrétaire général de préfecture, mais n'importe où. Ou alors, ce qui compte pour moi, là, j'ai un conjoint qui est là, je ne voudrais pas trop bouger, donc je voudrais plutôt rester dans telle région, mais à ce moment-là, peu importe le poste, dire cap, sous-préfet, secrétaire général. Vous voyez, c'est difficile de demander tout.
Quand on est en poste en centrale, pour les postes de centrale, là, c'est différent. C'est comme dans le privé. Il faut postuler. Donc, on postule, on passe un entretien, et puis on est pris, on n'est pas pris, on passe un deuxième entretien, etc. Et pour être préfet, là, c'est à la discrétion du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui décide. Et là, honnêtement, à part, j'ai envie de dire, quelques pistonnets, bon, parfois, on peut avoir une petite connexion, etc. Mais bon, en général, quand même, on n'a pas trop d'informations. Et on reçoit un coup de fil un jour en nous disant, bah voilà, demain, au Conseil des ministres, tu es nommé à tel endroit. Et à ce moment-là, on doit partir. Et on a 3 semaines pour déménager. Donc, ça, c'est… Alors, le gouvernement essaie de faire des efforts pour que les nominations soient plutôt l'été. Oui. Peut-être qu'il a du mal parce que la gestion du corps préfectoral est complexe puisque quand vous bougez quelqu'un, il faut… Enfin, c'est un jeu de dominos, vous voyez, des répercussions en chaîne. Voilà, donc c'est un peu compliqué quand on est préfet, mais quand on est préfet, bon, on a des enfants qui sont plus grands, on a un niveau de rémunération supérieur, etc. Quand on est sous-préfet, là, pour le coup, on a un peu plus de dialogue avec l'administration pour permettre de gérer ça. Et puis, généralement, on sait quand même un peu à l'avance où on va aller. On a quand même des bribes. Voilà, moi, c'est plus ouvert. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, il y a les kamikazes voilà, qui veulent rester sous-préfet, préfet et qui le restent. Et puis, il y a des gens aussi qui, à un moment donné, se disent, ben voilà, pour mon équilibre familial, pour tel ou tel élément, ça devient difficile, et qui, à ce moment-là, demandent à rentrer à Paris ou trouvent un poste à Paris, où il y a également beaucoup d'opportunités. Voilà, il y en a aussi qui changent de ministère. Et inversement, le corps préfectoral accueille beaucoup de gens de l'extérieur, des administrateurs civils d'autres ministères, des magistrats administratifs ou judiciaires. En fait, c'est beaucoup plus ouvert et entremêlé qu'on ne peut le croire de l'extérieur. On a une question peut-être un peu intéressée de Baptiste, qui est ingénieur agronome à Bordeaux Sciences Agro en première année, et qui vous demande si, selon vous, devenir ministre, alors il dit par exemple de l'agriculture, peut-être qu'il se projette, sans faire Sciences Po ou l'ENA, est-ce que c'est possible? Oui, alors d'ailleurs, j'ai failli le dire tout à l'heure à la question qui m'était posée sur la politique, parce que quand on est fonctionnaire, c'est difficile de faire de la politique. Si vous vous engagez et que le gouvernement d'après change, etc., vous ne pourrez plus jamais occuper à nouveau un poste à responsabilité. Enfin, c'est assez rare. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, que finalement, si je n'avais pas emprunté la voie de l'ENA, si j'étais resté prof d'espagnol, vu l'activité politique assez intense que j'avais à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, je serais ministre, vous voyez, ou député. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose, en fait. Hein, encore une fois, on ne passe pas les concours pour faire de la politique. Alors, évidemment, il y en a qui passent les concours et puis qui font de la politique parce que vous êtes rattrapé par la politique, parce que vous connaissez quelqu'un, etc. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est le cas du président de la République, du Premier ministre, d'un certain nombre de membres du gouvernement, mais ce n'est pas le chemin naturel. Voilà. Donc, bien entendu, on peut ne pas faire de passer le concours administratif, faire de la politique, bien sûr. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'exemples. De destins nationaux, il y a beaucoup d'exemples. Simplement, on peut être élu dans sa ville. Moi, je me souviens, je m'étais présenté. Bon, on n'a pas été élu à la municipale, mais vous voyez, vous pouvez être conseiller municipal, maire adjoint, et c'est comme ça aussi que ça commence. Voire même député, puisqu'il y a beaucoup de la… Par exemple, aux dernières élections, il y a beaucoup de gens de la société civile qui n'étaient pas fonctionnaires, la société civile, comme on dit, qui ont postulé, qui ont dit voilà, moi, le projet du président m'intéresse, et qui ont démarré comme députés, tout à fait. Écoutez, moi, je voulais vous remercier. Je voudrais vous lire juste quelques témoignages d'étudiants, ou je ne sais pas d'ailleurs, ils sont peut-être pas tous étudiants. On a Jean-Paul qui nous dit « Ceci n'est pas une question, mais vu de Nancy, vous avez été un excellent préfet. » Plus en lien avec aujourd'hui, il y a Marie qui dit « Merci pour votre transparence et vos témoignages précis de mise en situation concrète. » En effet, on se rend compte, c'est souvent les meilleurs retours des étudiants, ça leur permet de se projeter et de mieux comprendre en fait votre action en ayant vraiment une situation concrète face à eux. Cette heure est passée trop vite.
C'était extrêmement intéressant. Merci pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais juste avant, peut-être donner rendez-vous à nos étudiants. Alors, 2 éléments à vous donner. Mercredi 16, je ne peux pas encore vous annoncer l'invité et je ne sais pas si cette session sera maintenue. Ce sera normalement notre dernière session avant les vacances et puis on reprendra en janvier. On attend un invité réellement d'exception, mais il y a peut-être un souci d'agenda, donc j'attends d'y voir un petit peu plus clair et on reviendra très vite vers vous. Je voulais aussi vous parler d'une nouvelle initiative qu'on a lancée mercredi dernier et pour laquelle le 2e épisode aura lieu la semaine prochaine. Ça s'appelle « À la découverte de la marine ». Et l'idée, c'est de vous faire découvrir le métier d'un marin. Et donc, la semaine prochaine, mercredi, nous recevrons Alexandre, qui est officier cyberdéfense. Et donc, du coup, qui va vous expliquer son métier et comment il travaille en tant que cyber dans la marine et donc dans les armées. Monsieur le préfet, encore une fois, merci pour cette heure passée en notre compagnie. Je vous laisse le mot de la fin. Et puis, j'invite l'ensemble des étudiants à aller rencontrer les professionnels sur la plateforme et on diffusera le replay demain pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vu une question, même si c'était difficile de lire le chat. J'ai connu le préfet Erignac. J'ai surtout connu sa femme parce que nos femmes étaient dans une association de conjoints du corps préfectoral et lui, je l'ai vu 2 jours avant à l'Élysée. On a échangé quelques mots. Et voilà, j'ai vu dimanche sur France 3 une émission qui a témoigné de ce drame atroce. Et voilà, donc je l'ai peu connu, mais il a été préfet à Nancy et ça a été vraiment une grande incarnation de la République. Et je souhaite beaucoup de succès à tous les étudiants, à tous les jeunes qui nous ont suivis. Accrochez-vous, le monde est difficile, mais il y a une place pour vous. Donc accrochez-vous, travaillez dur, n'hésitez pas aussi à vous engager, soit dans le domaine associatif, soit comme réserviste, soit dans des partis politiques. Voilà, on a besoin que vous construisiez la société de demain parce que ce sera votre société. Donc, surtout, ne vous découragez jamais, allez de l'avant. Merci. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous tous. Désolée pour les questions que je n'ai pas pu prendre, mais il y en a toujours trop. Et je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir.